C'est l'odeur qui m'a saisi en premier. Je sortais les poubelles quand j'ai remarqué que l'un des sacs était plus lourd que d'habitude. Je l'ai éventré, pensant y trouver de vieux restes ou du lait tourné, mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Gisant sous des boîtes de plats à emporter graisseuses et des filtres à café détrempés, il y avait le collier que j'avais fabriqué pour l'anniversaire de ma mère. La chaîne était emmêlée et tordue, et le petit mot que j'avais écrit « Merci de toujours croire en moi » était froissé en une boule serrée, tachée de quelque chose de sombre. Je suis resté là, à le fixer. Mes mains se sont figées, mais j'avais l'impression que ma poitrine brûlait de l'intérieur. J'avais passé des semaines à créer ce collier. Chaque soir après le travail, je m'asseyais à mon bureau avec de minuscules pinces, du fil de fer et des perles, ajustant chaque pièce jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. J'avais économisé pour acheter le matériel parce que je n'avais pas les moyens d'acheter quelque chose de chic en magasin. Je pensais que le fait qu'il soit fait main lui donnerait plus de valeur. Elle avait souri quand je le lui avais offert plus tôt dans la journée, mais ce n'était pas le genre de sourire qui atteint les yeux. Je m'étais dit qu'elle était juste fatiguée. Je l'avais emballé soigneusement dans du papier de soie et mis dans une petite boîte que j'avais décorée moi-même. Elle l'avait prise, ouverte, avait dit « Oh, c'est joli », et était passée à autre chose pour parler de ce que mon jeune frère avait fait à l'école. Je n'avais pas voulu trop y penser sur le moment. Mais maintenant, j'étais debout dans l'allée, regardant au fond d'un sac poubelle comme si je venais de recevoir un coup de poing dans le ventre. Elle n'avait même pas attendu une journée entière. Des heures. C'est tout ce qu'il a fallu pour que mon cadeau passe de ses mains à la poubelle. Au début, c'était comme si on avait aspiré tout l'air de mes poumons. Je ne sentais même plus mes doigts tenir le sac. J'avais la gorge serrée et je continuais de fixer le collier comme si je me trompais peut-être, comme si c'était une erreur. Mais la vérité était juste là, sous mes yeux. Elle n'en voulait pas. Elle ne voulait pas de moi. La tristesse n'a duré qu'une minute avant de se transformer en quelque chose de plus tranchant. Je sentais mon cœur battre dans mes oreilles. Ce n'était pas juste une histoire de collier. C'était à propos de chaque fois qu'elle m'avait rejeté, chaque anniversaire où elle avait oublié de m'offrir quelque chose, chaque fois qu'elle m'avait comparé à mon frère et m'avait fait sentir que je ne serais jamais à la hauteur. J'ai sorti le collier des ordures et l'ai tenu dans ma paume. Il était encore chaud du soleil, mais il me semblait glacial. Je l'ai mis dans ma poche et j'ai refermé le sac poubelle. Je suis rentré dans la maison, j'ai posé le sac près de la porte comme si de rien n'était, et je suis allé directement dans ma chambre. Je me suis assise sur mon lit un long moment, à fixer le mur. Mon esprit n'était plus seulement triste ou en colère. C'était clair. Je n'allais pas rester ici et continuer à la laisser me traiter comme ça. Je n'allais pas pleurer devant elle pour qu'elle puisse lever les yeux au ciel et me dire que je faisais ma dramatique. J'ai pris ma décision sur le champ. J'allais partir. Pas dans une dispute désordonnée et hurlante qu'elle pourrait retourner contre moi pour dire que c'était ma faute. Je partirai en silence, et je m'assurerai qu'elle réalise exactement ce qu'elle avait perdu. Je ne connaissais pas encore tout le plan, mais je savais ceci, je ne serais plus son souffre-douleur. Et quand je serais parti, je m'assurerai qu'elle le sente passer. Assise dans ma chambre, le collier toujours dans ma poche, les souvenirs ont commencé à affluer comme si quelqu'un avait ouvert une vanne dans ma tête. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. À chaque anniversaire dont je me souvenais, elle avait agi comme si mes cadeaux ne comptaient pas. Le pull que j'avais tricoté en 3e avait fini bourré au fond d'un placard. La petite peinture que j'avais faite de notre ancienne maison familiale était, trop vive, pour le salon et avait été laissée dans le garage jusqu'à ce qu'elle soit ruinée par la poussière et les araignées. Même quand je ramenais de bonnes notes ou gagnais des prix, elle les regardait à peine. « C'est bien », disait-elle. Et puis elle passait à autre chose pour parler d'un truc que mon frère avait fait, comme s'il avait inventé le remède contre le cancer juste en réussissant son code de la route. Mon frère, de 2 ans mon cadet, ne pouvait absolument rien faire de mal à ses yeux. S'il oubliait ses corvées, c'était parce qu'il était occupé avec ses devoirs. Si moi j'oubliais, c'était parce que j'étais paresseuse. Il recevait de l'argent de poche supplémentaire pour aller au cinéma avec ses amis. Moi, je devais me battre pour chaque dollar dont j'avais besoin pour mes fournitures d'art. Elle postait tout sur ses petits matchs de ligue et ses réussites partout sur Facebook, mais quand j'ai eu une exposition d'art à l'école, elle n'est même pas venue. J'ai repensé à son visage plus tôt quand je lui avais donné le collier. Ce n'était pas seulement qu'elle s'en fichait. C'était la façon dont ses lèvres s'étaient légèrement retroussées, comme si elle trouvait amusant que j'ai même essayé. « Oh, c'est joli », avait-elle dit,
en étirant les mots comme si elle essayait de les faire paraître sincères. Puis elle m'avait lancé ce regard, celui qui disait qu'elle me tolérait, sans m'apprécier. Mon frère était entré 2 minutes plus tard pour lui dire qu'il avait eu un 14 en maths, et elle s'était illuminée comme si quelqu'un avait allumé un interrupteur. C'est là que j'ai eu le déclic. Ce n'était pas à propos du collier. Ce n'était pas à propos de ce moment précis. C'était à propos d'années passées à être la dernière roue du carrosse, celle qu'elle pouvait balayer d'un revers de main sans y penser à 2 fois, et j'en avais fini d'être cette personne. Partir avait été ma première pensée, mais maintenant, cela ne semblait pas suffisant. Si je partais simplement sans bruit, elle dirait à tout le monde que j'étais dramatique ou ingrate. Elle transformerait ça en une histoire où elle serait la victime. Non, je voulais qu'elle le ressente. Je voulais qu'elle remarque le vide quand je ne serai plus là. Je voulais que mon aide pour la lessive lui manque, que ma cuisine lui manque quand elle était fatiguée, que la façon dont je nettoyais derrière mon frère sans qu'on me le demande lui manque. Je n'ai rien dit à voix haute. Je suis juste restée assise là, laissant le plan prendre forme dans ma tête. D'abord, je devais m'assurer que lorsque je partirais, je n'aurais pas à revenir en rampant. Cela signifiait que je devais me préparer. J'ai tiré mon sac à dos de sous le lit et j'ai commencé à rassembler les choses importantes. Mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale, mes documents bancaires, même mon passeport, juste au cas où. Je les ai glissés dans une chemise et cachés au fond du tiroir de mon bureau, là où je savais qu'elle ne regarderait jamais. L'argent était l'étape suivante. J'avais un peu d'économie grâce à mon job à temps partiel à la librairie, mais pas assez pour aller loin. J'ai commencé à trier mes affaires, choisissant ce que je pouvais vendre sans que personne ne le remarque. De vieux appareils électroniques, des vêtements que je ne portais jamais, des fournitures d'art dont je n'avais plus besoin. Je les ai mis en ligne par petits lots pour ne pas attirer l'attention. Chaque fois que je la croisais dans la cuisine ou le salon, elle n'avait aucune idée que je planifiais déjà ma sortie. Elle me demandait encore de courir au magasin ou de surveiller mon frère pendant qu'elle sortait. Je souriais, j'acquiesçais, et je le faisais, mais à l'intérieur, je comptais les jours. Je ne faisais pas que partir. J'emportais avec moi tout ce qu'elle tenait pour acquis, et quand je serais parti, elle saurait enfin ce que ça fait d'être traité comme si on ne comptait pas. J'ai commencé à passer plus de temps sur mon téléphone et mon ordinateur, non pas pour scroller pour le plaisir, mais pour chercher comment déménager sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai lu comment changer d'adresse postale, comment fermer des comptes, et même quel genre de questions les propriétaires posent. Je gardais un petit carnet caché dans ma tête d'oreiller où je notais chaque étape que je devais franchir. Je ne pouvais pas risquer d'oublier quelque chose et de devoir revenir. L'argent était toujours le plus gros problème, alors je continuais à vendre tout ce que je pouvais. J'ai dit à maman que je faisais juste du tri dans ma chambre quand elle a demandé pourquoi des choses disparaissaient, mais elle s'en souciait à peine assez pour lever les yeux de son téléphone. J'ai mis en vente mon vieil appareil photo, une paire de bottes que j'avais à peine portées, et même ma guitare. Chaque vente me faisait me sentir plus légère, comme si je coupais lentement les ficelles. Il y avait des choses que je ne pouvais pas vendre, des choses qui comptaient vraiment pour moi, mais je savais que je ne pouvais pas les laisser dans la maison jusqu'à la dernière minute. J'ai commencé à emporter quelques objets à la fois dans mon sac à dos chaque fois que je sortais. Mon amie Jenna vivait à environ 15 minutes de là, et ça ne la dérangeait pas de les garder pour moi. Au début, c'était juste une petite boîte à bijoux et quelques carnets de croquis. Puis c'était ma veste préférée, mon ordinateur portable, et même la couverture que ma grand-mère m'avait faite avant de décéder. Quand j'ai eu fini, ma chambre avait toujours l'air normal, mais toutes les parties importantes de moi avaient disparu. Maman a dû remarquer que quelque chose était différent parce qu'un soir, pendant que je faisais la vaisselle, elle a demandé « Tu es fâché contre moi ou quoi ?» Je lui ai dit que non, juste fatigué par le travail. Elle a haussé les épaules comme si elle avait déjà perdu tout intérêt et est retournée regarder la télé. Elle n'a pas insisté pour avoir des réponses. Elle ne semblait pas s'en soucier assez pour le faire. À peu près à ce moment-là, Jenna m'a offert quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin, un endroit où loger. Elle avait une petite chambre d'amis dans son appartement, et sa colocataire actuelle déménageait bientôt. Ce n'était pas luxueux, mais c'était sûr, et c'était à moi si je le voulais. Le loyer était assez bas pour que mes économies puissent couvrir quelques mois jusqu'à ce que je sois installé. L'idée de partir sans dire un mot faisait battre mon cœur à tout rompre, mais je savais que c'était la seule façon de réussir. Si maman l'apprenait trop tôt, elle essaierait de m'arrêter. Pas parce qu'elle voulait que je sois là,
mais parce qu'elle ne voulait pas que les gens pensent qu'elle m'avait fait fuir. Je devais partir à un moment où elle serait trop distraite pour faire une scène. C'est là que je me suis souvenu qu'elle avait un grand événement professionnel qui approchait, le genre qu'elle passait des semaines à préparer de manière obsessionnelle. Elle serait sur son 31, occupée à divertir les gens, et absente la majeure partie de la nuit. C'était l'occasion rêvée. J'ai encerclé la date dans mon carnet caché et j'ai écrit un mot à côté, partir. À partir de là, tout ce que je faisais était silencieux et délibéré. J'évitais les disputes. Je répondais à ses questions par des réponses courtes et inoffensives. Je ne voulais lui donner aucune raison de regarder de plus près. À l'extérieur, j'étais juste sa fille qui suivait sa routine habituelle. À l'intérieur, je comptais les jours jusqu'à ce que je sorte de cette maison sans me retourner. Le matin du grand événement de maman a commencé comme n'importe quel autre, sauf que je me suis réveillé avec le cœur battant. Je me suis déplacé dans la maison tranquillement, préparant le petit déjeuner et agissant comme si rien n'était différent. Elle était déjà pressée, parlant au téléphone tout en se maquillant, me demandant de m'assurer que l'endroit soit impeccable pour quand ses collègues passeraient plus tard. Elle m'a tendu une liste de petites tâches. Remplir les bols de snacks, s'assurer que le salon soit rangé, et accueillir les gens s'ils arrivaient en avance. J'ai hoché la tête comme si j'allais tout faire. En réalité, mon plan était prêt depuis des semaines. Pendant qu'elle était à l'étage en train de se coiffer, je me suis glissé dans ma chambre et j'ai sorti les dernières choses que j'avais gardées cachées. Un petit sac de sport avec des vêtements, mes articles de toilette et l'enveloppe d'argent liquide que j'avais économisé. J'ai bougé rapidement, portant les sacs jusqu'à ma voiture par petits voyages, pour ne pas attirer l'attention si elle regardait par la fenêtre. Chaque fois que je rentrais à l'intérieur, mon pouce accélérait, mais elle n'a jamais rien remarqué. Au moment où elle est descendue dans sa robe, j'avais déjà chargé tout ce qui comptait pour moi dans le coffre. Elle était trop concentrée sur elle-même pour remarquer que ma voiture était garée différemment ou le fait que ma chambre semblait un peu plus vide. Elle m'a fait un rapide rappel d'être utile avant d'attraper ses clés et de sortir. La porte s'est refermée derrière elle, et pour la première fois, la maison m'a semblé m'appartenir. Je suis allé directement à la table de la cuisine et j'ai sorti un morceau de papier. Je ne voulais pas gaspiller de mots ni lui donner quoi que ce soit qu'elle puisse transformer en culpabilisation. J'ai juste écrit « Ne me cherche pas », j'ai signé, et je l'ai laissé là où elle le verrait au moment où elle entrerait. Ce n'était pas colérique. Ce n'était pas dramatique. C'était définitif. Avant de sortir, j'ai pris mon téléphone et désactivé le partage de localisation. J'ai parcouru mes contacts et bloqué son numéro, puis j'ai fait la même chose pour mes frères. S'ils voulaient me parler, ils pouvaient passer par quelqu'un d'autre, mais je ne leur donnais pas d'accès direct. J'ai supprimé quelques vieux groupes de discussion qui incluaient encore des membres de la famille, sachant qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'ils ne commencent à poser des questions. M'éloigner en voiture semblait irréel. Mes mains étaient crispées sur le volant, et je continuais de vérifier le rétroviseur même si je savais qu'elle ne serait pas rentrée avant des heures. Plus je m'éloignais de la maison, plus je me sentais légère. Je n'ai pas mis la musique à fond ni baissé les vitres comme dans un film. J'ai juste conduit en silence, laissant le calme m'envahir. Quand je suis arrivé devant l'appartement de Jenna, elle était déjà à la porte, souriant comme si elle attendait ce moment. Elle m'a aidé à porter mes sacs à l'intérieur, et nous les avons posés dans la petite pièce qu'elle avait libérée pour moi. Les murs étaient nus. Le lit grinçait un peu, mais c'était le mien. Je me suis assise sur le matelas et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle. Nous avons commandé à emporter et manger sur le canapé, parlant de tout sauf de ma mère. Pour la première fois, je ne m'inquiétais pas de l'heure à laquelle je me couchais ou si j'avais laissé une assiette dans l'évier. Personne n'allait me crier dessus ici. Personne n'allait agir comme si j'étais de trop. Au cours des jours suivants, je suis restée discrète en ligne. Je n'ai pas posté ma localisation ni mentionné quoi que ce soit sur mon déménagement. Quelques cousins m'ont envoyé des messages demandant si j'allais bien, disant que maman essayait de me joindre. J'ai fait des réponses courtes sans détail. Je savais que certains d'entre eux lui feraient un rapport, alors je suis resté vague. Chaque pas que je faisais était une autre coupure dans le fil qui me liait à elle. Je ne disparaissais pas par honte ou par peur. Je disparaissais parce que j'avais enfin la chance de vivre sans son ombre planant au-dessus de moi, et je n'allais pas la gâcher. Le premier numéro inconnu est arrivé 2 jours après mon départ. Mon téléphone s'est allumé avec un indicatif régional que je ne reconnaissais pas, mais mon instinct m'a dit que c'était elle.
J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Quelques minutes plus tard, un autre appel est venu d'un numéro différent. Puis un autre. Elle essayait toutes les ruses pour me joindre, mais je n'ai répondu à aucun appel. À la fin de la semaine, ma messagerie a commencé à se remplir de longs paragraphes de parents et de vieux amis de la famille. Certains disaient des choses comme « ta mère est morte d'inquiétude » ou « la famille c'est tout ce que tu as, ne gâche pas tout ». D'autres étaient plus tranchants, m'accusant d'être ingrate et égoïste. Je ne leur ai pas répondu non plus. Je savais que si je donnais ne serait-ce que la plus petite réponse, ils le prendraient comme une ouverture pour me ramener dans le drame. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de montrer la version de ma vie que je voulais que les gens voient. J'ai commencé à poster des photos en ligne, moi riant avec des amis dans un café, marchant dans le parc, cuisinant le dîner dans mon nouvel endroit. Je m'assurais que les arrière-plans ne révélaient jamais ma localisation, mais les sourires et les couleurs vives racontaient l'histoire que je voulais. J'allais bien sans elles. Peu de temps après, j'ai commencé à entendre parler de ces publications Facebook. Je ne l'avais pas encore bloquée là-bas, mais je n'avais pas besoin de les lire pour savoir à quoi elles ressemblaient. Les gens me disaient qu'elle postait des citations vagues sur les enfants qui oublient qui les a élevés, et combien il est facile pour certaines personnes de tourner le dos à la famille. C'était sa façon de se faire passer pour la blesser, me peignant comme froide et sans cœur sans jamais me nommer. Plus elle postait, plus les gens de son cercle commençaient à remarquer les fissures. Quelques amis communs m'ont contacté, non pour me mettre la pression, mais pour dire qu'ils avaient toujours vu comment elle me traitait différemment de mon frère. Ils ne le disaient pas ouvertement, mais je sentais qu'ils commençaient à remettre en question sa version des faits. Un après-midi, j'ai reçu un texto d'une ancienne voisine. Elle m'a dit que ma mère avait été à une réunion et avait essayé de parler de moi, mais quelqu'un l'avait coupée et lui avait demandé pourquoi elle n'allait jamais à mes expos d'art ou ne postait jamais rien sur mon travail. Apparemment, maman n'avait plus grand-chose à dire après ça. Entendre cela m'a procuré une sorte de satisfaction tranquille. Je n'avais pas besoin de la confronter, la vérité trouvait son chemin toute seule. D'autres messages ont afflué de cousins éloignés et de gens que je connaissais à peine, chacun étant une tentative différente de me faire la paix. Certains étaient polis, d'autres culpabilisants, mais tous ont reçu le même traitement, le silence. Je n'allais laisser personne me ramener dans un endroit où j'étais ignoré jusqu'à ce qu'on puisse m'utiliser pour quelque chose. Plus je restais silencieuse, plus cela semblait la déranger. Je pouvais l'imaginer assise là, faisant défiler mes photos souriantes, se demandant comment je pouvais avoir l'air si heureuse sans elle. Et ça, plus que tout ce que j'aurais pu dire, était le but. Tout a commencé avec un dîner communautaire à la salle locale, le genre d'événement que ma mère adorait parce que ça lui donnait une chance d'être le centre de l'attention. Elle s'est montrée dans une robe brillante, parlant et riant fort, s'assurant que tout le monde la remarquait. D'après ce que j'ai entendu plus tard, elle a utilisé la soirée comme une autre occasion de dire aux gens comment j'avais soudainement quitté la maison, comment elle était morte d'inquiétude et ne savait pas ce qui n'allait pas. Elle se peignait comme la mère parfaite et aimante qui avait été prise au dépourvu par sa fille ingrate. Mais tout le monde ne gobait pas ça. Quelques personnes qu'elle connaissait depuis des années ont décidé de parler. Une femme, dont la fille allait à l'école avec moi, a demandé pourquoi ma mère n'avait jamais soutenu mes expos d'art ou assisté à ma remise de prix. Une autre a évoqué la fois où j'avais dû faire du stop pour aller travailler parce que ma mère refusait de m'aider, alors qu'elle conduisait mon frère partout où il voulait aller. Ma mère a essayé d'en rire, disant que les gens se souvenaient mal des choses. Mais les questions ne se sont pas arrêtées. Je n'ai pas entendu parler de ça directement par elle, bien sûr. La mère de Jenna était au dîner et m'a tout raconté plus tard. Apparemment, le sourire de maman devenait de plus en plus crispé à mesure que les gens la pressaient. Elle essayait toujours de garder une voix légère, mais on pouvait voir qu'elle était acculée. Ce soir-là, autre chose est arrivée, quelque chose que je n'avais pas prévu mais dont j'étais ravi. Des semaines auparavant, j'avais visionné les images de sécurité de notre ancienne maison pendant qu'elle était sortie. J'avais trouvé le clip exact où elle jetait mon collier fait main dans la poubelle de la cuisine, froissant le mot et l'enfonçant sous des récipients graisseux. Je ne l'avais partagé avec personne à l'époque, mais une amie à moi qui l'avait vu en avait encore une copie. D'une manière ou d'une autre, ce clip a fini dans le groupe de discussion du quartier. Les gens ont pensé qu'il avait été envoyé accidentellement, mais j'avais une assez bonne idée de comment il était arrivé là. La vidéo s'est propagée rapidement. Les commentaires ont afflué, les gens demandant pourquoi elle ferait ça, disant à quel point c'était froid, se demandant quel genre de mère pouvait jeter quelque chose que son enfant avait fait de ses propres mains.
Quelques-uns l'ont défendu, disant que c'était peut-être un malentendu, mais la plupart ne se sont pas retenus. Sa réputation en a pris un coup rapidement. Les mêmes personnes qui l'a salué chaleureusement lors des événements ont commencé à garder leur distance. Les invitations ont cessé d'arriver aussi souvent. Même certains de ses amis les plus proches ont commencé à rester silencieux sur ses posts Facebook. Pour quelqu'un qui vivait pour l'attention et les éloges, elle a dû avoir l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Peu de temps après, elle a essayé de me contacter à nouveau. Les appels de numéros inconnus ont recommencé, mais maintenant il y avait aussi des emails, longs et émotionnels, qui semblaient plus désespérés qu'avant. Elle écrivait sur la façon dont les malentendus avaient ruiné notre relation, comment elle n'avait jamais voulu me blesser, et comment ma présence lui manquait. Elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas juste lui parler pour qu'on puisse mettre les choses au clair. Je les lisais, mais je ne répondais jamais. Je n'ai pas bloqué son email, mais je ne lui ai pas donné ce qu'elle voulait non plus. Chaque message sans réponse semblait la pousser à essayer plus fort, et je savais que le silence était plus puissant que tout ce que je pouvais dire. Elle voulait que je lui donne la chance de s'expliquer, de se faire bien voir à nouveau, mais je n'allais pas lui faire ce cadeau. Au lieu de cela, j'ai continué à vivre ma vie, passant mon temps avec des gens qui voulaient vraiment de moi. Je n'avais pas à me défendre ou à expliquer mes choix à qui que ce soit d'important. La vérité était sortie maintenant, et je n'avais pas eu à lever le petit doigt pour que ça arrive. La regarder faire face aux conséquences qu'elle avait méritées était suffisant. Un matin, j'ai ouvert mes emails et j'ai vu son nom dans la boîte de réception. Ce n'était pas un message court. C'étaient des paragraphes entiers, remplis du genre de mots qui ressemblaient à des excuses au premier coup d'œil, mais qui s'effondraient quand on les lisait attentivement. Elle écrivait que les choses avaient dérapé, et qu'elle était juste très stressée à l'époque. Elle parlait des difficultés d'élever des enfants, du fait que personne n'est parfait, et que je comprendrai probablement mieux quand je serai plus âgé. Ce qu'elle n'a pas fait, c'est prendre une réelle responsabilité. J'ai fermé l'email sans répondre. Je ne l'ai même pas sauvegardé. Elle voulait une réaction, et je n'allais pas lui en donner une. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon frère. Sa voix était basse, comme s'il ne voulait pas qu'on l'entende. Il a dit que maman perdait la tête, faisant les 100 pas dans la maison, dormant à peine, vérifiant son téléphone constamment. Il a dit qu'elle lui demandait d'essayer de me convaincre de rentrer à la maison. Je sentais qu'il était pris entre deux feux, mais je n'ai pas laissé la conversation aller loin. Je lui ai dit que j'allais bien et j'ai changé de sujet. Puis les offres ont commencé. D'abord, c'était une carte cadeau pour mon magasin préféré, envoyée sur mon email avec la mention « Sans engagement, je pense juste à toi ». Ensuite, c'était un texto d'un numéro inconnu, proposant de me virer de l'argent, pour aider. J'ai ignoré ça aussi. Pas parce que je n'avais pas besoin d'argent, mais parce que je savais que ce n'était pas de la générosité. C'était un appât, une façon de me rendre redevable envers elle à nouveau. L'avoir essayé de me reconquérir avec des choses au lieu d'une véritable affection me rappelait seulement toutes les fois où j'avais mendié son attention et n'avais rien obtenu. Je me souvenais m'être assise à la table de la cuisine il y a des années, demandant si elle pouvait venir à l'une de mes expos d'art, et l'entendre dire qu'elle était trop occupée. Je me souvenais des anniversaires où elle levait à peine les yeux de son téléphone, des fois où j'avais été malade et où j'avais quand même fait mon propre dîner pendant qu'elle regardait la télé. Elle avait eu tellement d'occasions de faire preuve de gentillesse quand ça comptait, et elle ne les avait pas saisies. Cette fois, je n'allais pas lui faciliter la tâche. L'ignorer n'était pas seulement une question de rester à l'écart, c'était une question de faire basculer l'équilibre. Pour une fois, je n'étais pas celle qui lui courait après, essayant de gagner des miettes d'approbation. C'était elle qui se démenait pour avoir mon attention, et j'ai réalisé que je pouvais pousser le bouchon plus loin. Je ne prévoyais rien de bruyant ou de dramatique, juste de petits mouvements qui la laisseraient dans le doute. Une photo de moi sortie avec des amis dans un endroit qu'elle adorait autrefois, postée sans aucune localisation. Une story rapide en ligne sur un nouveau projet sur lequel je travaillais, juste assez pour montrer que j'avançais sans elle. Je voulais qu'elle voie que je ne galérais pas, que je n'avais pas besoin de son argent, ni de ses cadeaux, ni de ses excuses vides. Plus elle essayait de me joindre, plus je reculais. Je ne le faisais pas pour être cruel, je le faisais parce que je comprenais enfin ce que ça faisait de détenir le pouvoir dans notre relation, et je n'étais pas prête à abandonner ça. J'avais toujours aidé plus à la maison que maman ne le réalisait. Je ne payais pas le crédit immobilier ou quoi que ce soit de gros, mais je courais les petites factures depuis des mois. Les services de streaming qu'elle utilisait tous les soirs,
une partie de la facture Internet, et même les courses parfois quand elle oubliait. Je le faisais discrètement parce que c'était plus facile que de se disputer, mais maintenant il n'y avait plus aucune raison de continuer à aider. Depuis mon nouvel appartement, je me suis connecté au compte et j'ai annulé mes paiements. J'ai retiré ma carte de l'application de courses partagées et je me suis désabonné des services liés à mon nom. Je ne l'ai pas annoncé, et je ne l'ai pas prévenu. J'ai juste arrêté. Il n'a pas fallu longtemps pour que les effets se fassent sentir. Une semaine plus tard, mon frère a appelé, agacé parce que l'Internet avait été coupé pendant quelques jours avant que maman ne puisse payer. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais je voyais bien qu'elle avait du mal à suivre. Il a mentionné qu'elle se plaignait de la cherté de tout maintenant, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi les factures avaient soudainement augmenté. J'ai gardé ma bouche fermée et je l'ai laissé croire à l'histoire qu'elle lui avait racontée. Un peu plus tard, j'ai appris par une connaissance commune qu'elle avait commencé à emprunter de l'argent à des amis. La façon dont il le disait indiquait clairement qu'elle ne recevait pas beaucoup de sympathie. Les gens s'éloignaient déjà d'elle après que la vidéo du collier ait fait le tour. Certains d'entre eux ne voulaient plus du tout être associés à elle. Elle avait bâti toute son image sociale sur l'admiration, et maintenant tout s'effondrait. Le changement dans la façon dont les gens la traitaient devait être évident. Même la mère de Jenna a dit qu'elle avait vu ma mère à l'épicerie et remarqué qu'elle était plus silencieuse que d'habitude, évitant presque la conversation. Les grands sourires et les salutations bruyantes qu'elle donnait aux gens n'étaient plus là. C'était comme si elle ne savait pas comment agir quand elle ne contrôlait pas l'histoire. J'ai aussi appris par mon frère que son travail avait commencé à en pâtir. Elle occupait un poste où être amicale et appréciée comptait, et ces derniers temps, elle faisait des erreurs, oubliait des choses et arrivait en retard. Le stress la minait, et ça se voyait. À travers tout ça, je n'ai pas pris contact. Pas une seule fois. Chaque problème auquel elle faisait face maintenant était un problème qu'elle avait aidé à créer, même si elle ne voulait pas l'admettre. Je n'allais pas intervenir pour lui faciliter les choses comme je l'avais toujours fait. Je n'allais pas combler le vide qu'elle avait pris pour acquis pendant si longtemps. Elle avait toujours mon numéro bloqué de son côté, mais je savais que si j'entrouvrais cette porte, même un tout petit peu, elle forcerait le passage pour revenir. Alors je l'ai laissé fermer. Je suis restée silencieuse, la laissant gérer la vie qu'elle s'était construite sans mon aide. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable du tout. Le premier message vocal est arrivé tard dans la nuit. Sa voix était tremblante, presque difficile à comprendre entre les sanglots. Elle disait qu'elle voulait juste parler, qu'elle se fichait du passé maintenant, que je lui manquais. Je l'ai effacé sans répondre. Le lendemain, un autre message est arrivé, celui-ci encore plus long. Elle parlait de la maison qui semblait vide, du fait qu'elle ne dormait pas, qu'elle souhaitait qu'on puisse repartir à zéro. Quelques jours plus tard, mon frère m'a envoyé un texto. Il a dit que maman avait enfin admis qu'elle avait tort, qu'elle disait aux gens qu'elle aurait dû mieux me traiter. Il a demandé si j'accepterais au moins de la rencontrer quelque part pour qu'elle puisse s'excuser en personne. Je ne lui ai pas répondu tout de suite, mais l'idée est restée en moi. Si je devais la rencontrer, ce ne serait pas à ces conditions. J'ai choisi un café que j'aimais bien, un petit endroit animé où elle ne pourrait pas faire de scène. J'ai dit à mon frère de lui faire savoir que je serais là à une heure précise, et que si elle était en retard, je partirais. Quand elle est entrée, elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements n'étaient pas soignés comme d'habitude, et ses yeux étaient rouges. Elle s'est assise sans dire grand-chose au début, puis elle a commencé à parler. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle m'avait blessé, qu'elle souhaitait pouvoir revenir en arrière. Sa voix s'est brisée, et pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas avoir le contrôle. J'ai écouté sans l'interrompre. Je n'ai pas argumenté, et je ne l'ai pas réconfortée. Quand elle a eu fini, je lui ai dit qu'il était trop tard. J'ai dit que je ne reviendrais pas, que j'avais construit une vie sans elle, et que je la gardais ainsi. Son visage s'est décomposé, mais je n'ai pas laissé cela me faire changer d'avis. Je me suis levé, je lui ai dit de prendre soin d'elle, et je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Mon nouvel appartement n'était pas grand, mais c'était le mien. La première nuit où j'ai dormi là-bas, j'ai gardé la fenêtre ouverte, et laissé les bruits de la ville dériver à l'intérieur. Il n'y avait pas de porte qui claque, pas de bruit de pas arpentant le couloir, pas de tension dans l'air. Juste le calme. J'ai déballé mes affaires lentement, plaçant mes objets là où je le voulais, et pour la première fois, l'espace m'a semblé m'appartenir complètement.
J'ai trouvé un nouveau travail dans un petit magasin de fournitures d'art à quelques rues de là. Les gens là-bas étaient gentils d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Ils me demandaient comment s'était passée ma journée, et écoutaient vraiment la réponse. J'ai commencé à me faire des amis, des gens qui ne me voyaient pas comme un problème à régler ou un fardeau à porter. On allait prendre un café après le travail, ou se promener au parc le week-end, et j'ai commencé à réaliser à quel point la vie pouvait être différente quand on est entouré de gens qui vous estiment. J'envoyais encore des textos à mon frère de temps en temps, surtout des messages courts pour prendre de ses nouvelles. On ne parlait pas beaucoup de maman. Je n'en avais pas besoin. Elle était toujours là-bas, quelque part, mais elle n'était plus dans ma vie. De temps en temps, un paquet arrivait à mon immeuble. Un pull, un livre, parfois juste une carte avec mon nom écrit de sa main. Je ne les ouvrais jamais. Ils restaient dans une boîte au fond de mon placard, intacte. Elle envoyait aussi occasionnellement un email ou un message, mais je ne répondais jamais. Je les lisais une fois, puis je passais à autre chose. Ce n'était plus la colère qui m'empêchait de répondre. C'était le fait de savoir que je ne lui devais ni mon temps ni mon attention. La paix que je ressentais n'était ni bruyante ni spectaculaire. Elle était stable. Elle venait du fait de savoir que j'avais pris le contrôle de ma vie, de ne pas avoir à me faire toute petite pour rentrer dans les attentes de quelqu'un d'autre. Je n'avais plus besoin de son approbation. Je n'avais plus du tout besoin d'elle. Un soir, j'ai trouvé le collier dans le tiroir où je l'avais gardé depuis le jour où je l'avais sorti de la poubelle. Je l'ai tenu dans ma main, sentant le métal froid contre ma peau. Ce n'était pas à propos de l'objet en lui-même. Ça ne l'avait jamais été. C'était à propos de ce qu'il représentait. L'effort, le soin, l'espoir que j'avais autrefois mis entre ses mains, seulement pour les voir jeter aux ordures. Maintenant, je n'avais pas besoin qu'elle lui accorde de la valeur. Je m'estimais moi-même. Et c'était quelque chose que je n'allais plus jamais abandonner. Ai-je eu tort de couper complètement les ponts avec ma mère, ou était-ce le seul moyen de trouver enfin la paix? J'adorerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires vraies comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine.